chères étudiantes, chers étudiants de l'Université Dauphine, chers invités. Je suis très heureuse, un petit peu nerveuse aussi, d'être avec vous ce soir. Et je suis particulièrement heureuse parce que j'ai fait une année d'études à Dauphine. Et en venant ici, je me suis rendu compte que c'est aussi un peu grâce à Dauphine que j'ai rencontré Dominique. Donc, vraiment heureuse. Pas facile de dire bonsoir après ça. Merci, Ken. Alors moi, je n'ai pas étudié à Dauphine, mais je suis quand même très heureux d'être là. J'ai été à Panthéon-Sorbonne, Paris. Alors pourquoi on est là ce soir? Pourquoi nous sommes là? On a envie de vous faire partager quelque chose. Une pratique, la méditation, et plus particulièrement la méditation de pleine conscience, qui dans sa forme contemporaine, non confessionnelle, pourtant issue des traditions, selon nous, selon notre expérience, peut vraiment nous permettre de prendre soin à la fois de nous-mêmes, mais aussi de prendre soin du monde. Donc c'est à cette exploration qu'on vous invite pendant 18 minutes. Donc, commençons l'exploration. Première question exploratoire. Qui parmi vous pratique déjà une forme de méditation, pleine conscience ou autre? Soyez pas timide. Dévoilez-vous. Super. En tout cas, après ce TED, vous pourrez tous lever la main, car on va vous proposer de commencer avec une méditation, pour laquelle je vous invite de choisir une position qui vous aide à rester éveillé. Et si vous êtes à l'aise, de fermer les yeux. Et puis de simplement regarder ce qui se passe en vous en ce moment. Quelle est votre météo intérieure? Les pensées qui sont présentes, les sentiments, les sensations physiques. Ne changez rien, soyez simplement ouvert à ce qui est déjà là. Et puis, je vous propose de porter intentionnellement votre attention sur votre respiration. Focalisez votre attention sur ce cycle permanent ou impermanent d'inspire et d'expire. Essayez de la sentir. Qu'est-ce que je sens quand je respire? C'est quoi cette respiration? Et si votre esprit par moment s'évade, que votre attention n'est plus portée sur la respiration, ne vous jugez pas, ramenez-la tout simplement encore quelques instants sur votre souffle. Et ensuite, je vous propose d'élargir autour de votre respiration pour être conscient de votre corps tout entier, comme si tout le corps respirait. Regardez comment est votre expression sur le visage, les sensations sur la peau et à l'intérieur de vous. Revenez au corps et revenez dans ce moment présent. Et puis, je vous propose de rouvrir vos yeux. Merci, Ken. Ah, tout d'un coup, ça s'est
Après ce moment musical, ce moment où les choses ont l'air de s'être déposées un petit peu. Donc continuons notre exploration. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire? Quelque chose d'assez simple. On s'est arrêté. Plutôt que de nous tourner vers les technologies et les réseaux externes, on s'est tourné vers la technologie intérieure et les réseaux intérieurs. On a posé notre attention intentionnellement sur un objet, en particulier la respiration, puis on a essayé de maintenir cette attention. Et Inken nous a invités à le faire sans jugement. Donc la méditation de pleine conscience, c'est simple, presque trivial, porter son attention intentionnellement, moment après moment, sur l'expérience, sans la juger. C'est simple, et en même temps, je ne sais pas quelle a été votre expérience, mais c'est parfois très très difficile à faire. C'est très difficile parce que vous avez peut-être observé une chose, c'est que l'esprit, celui qui pense, il n'obéit pas. C'est-à-dire que vous lui dites de rester auprès de la respiration, il va faire un tour, il va voir ailleurs, il pense au futur, il pense au passé, il réfléchit à des choses, il commente l'expérience. C'est ce que fait l'esprit, et ça, c'est pas un problème dans la pratique, mais ça peut être un obstacle. Et des chercheurs d'Harvard ont objectivé ce phénomène. Et ça va assez loin parce qu'ils ont interrogé 2500 personnes à peu près tout au long d'une journée en leur demandant de manière aléatoire dans leur journée, est-ce que vous êtes présent à ce que vous faites? Et dans 47% des cas, les personnes ont répondu non, je suis ailleurs. Donc dans une journée, ce n'est pas un problème, mais si on extrapole à une espérance de vie de 80 années, ça fait 40 ans de vie dans les nuages. 40 ans de vie à vivre la vie, non pas au contact de l'expérience, mais dans nos pensées. Donc dans la matrice en quelque sorte de nos pensées. Et c'est cette même recherche qui a aussi montré qu'un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux. Ceci pointe un deuxième phénomène que vous avez peut-être pu observer, que notre esprit est plus attiré par ce qui ne va pas, par les informations négatives, que par les choses qui vont bien, par les informations positives. On appelle ça le biais de négativité. Je vous donne un petit exemple concret qui vous parlera peut-être. Imaginons un instant que vous postez quelque chose sur Facebook ou sur YouTube, sur un thème qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. Et très vite, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de vos relations qui envoient des petits cœurs, qui likent votre contribution. Sauf une personne. Une personne vous fait un commentaire assez critique et vous met un dislike de votre contribution. Il y a de fortes chances que votre attention va être happée, attirée par cette une personne qui n'a pas aimé votre contribution. Et que vous effacez presque les dizaines, voire les centaines de petits cœurs qui sont pourtant aussi là. Et selon votre condition du jour, la réaction dans votre corps peut être assez violente, presque aussi violent comme s'il y avait un vrai danger vital. Or, c'est simplement votre identité qui a été touchée. Ouais, qu'est-ce qui fait le corps quand il perçoit une menace de cet ordre, qu'elle soit vitale ou plus psychologique? Il déclenche une déferlante d'hormones. De l'adrénaline, de la cortisol, de la noradrénaline, tout un tas d'hormones qui viennent mobiliser le corps pour qu'il puisse réagir. Quand c'est vital, quand vous êtes poursuivi par un tigre, il vaut mieux que vous sécrétiez un peu d'adrénaline pour pouvoir vous sauver, mais quand il s'agit d'un dislike sur Facebook, c'est parfaitement inutile, parfaitement inadapté. Or, et quand ceci se reproduit beaucoup, c'est ce qu'on appelle le stress chronique qui crée des désordres dans le corps. Jusqu'à des maladies, jusqu'à des comportements d'addiction, de distraction, tout un tas de choses qu'on aimerait éviter. Et ben dans notre société, les stimulations sont assez multiples. Tout à fait, tout à fait. J'avais un petit trou là, c'est marrant. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est que merci Inken, c'est ça la pleine conscience, c'est la présence au trou. Donc, dans nos sociétés,
on est de plus en plus menacé, plutôt psychologiquement, même si dans le monde dans lequel on vit, il y a aussi des menaces vitales, hein, force est de le constater. Mais il y a de plus en plus de menaces d'ordre psychologique. Pourquoi? Parce que les rythmes de vie s'accélèrent, parce que nous sommes connectés en permanence à tout un tas de choses. Le niveau de relation dans lequel nous sommes aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qui était mon arrière-arrière-grand-père quand il promenait les brebis dans les pâturages où il croisait personne de sa journée à part les montagnes, quoi. C'est un peu comme si l'évolution était en retard un petit peu. Elle nous a dotés de mécanismes d'adaptation, mais il y a comme un retard par rapport aux conditions de vie que nous avons créées. Donc on va voir ce qui se passe avec la méditation. Donc effectivement, le cerveau s'est développé pour survivre, pour détecter les dangers, plutôt que pour être heureux, pour contempler les petites fleurs, pour savourer la vie. Ça, c'est un fait. Bon, maintenant, on n'a dit rien de bien méchant. Il y a des bonnes chances qu'on vous a assommé avec ces mécanismes, ces paradigmes de nos cerveaux un petit peu archaïques. Il est bon temps d'annoncer les bonnes nouvelles. Parce qu'il y a un remède à tout cela, un antidote. Et c'est pour ça qu'on est là, pour partager des bonnes nouvelles qui nous font rêver avec vous. Homo sapiens sapiens, celui qui sait qu'il sait. Nous sommes donc aussi dotés d'autre chose que ce cerveau un peu archaïque. Nous sommes dotés de la conscience. Et c'est cette conscience qui nous permet de voir ce qui se passe moment après moment. D'être conscient, de reconnaître que ce dislike m'a touché, qu'il a déclenché des effets dans le corps, la mâchoire qui se serre, le cœur qui s'accélère, le ventre qui se noue, juste de le reconnaître, de le voir. Peut-être même d'observer une foule de pensées négatives, jugeantes sur l'autre personne ou sur moi qui ont été déclenchées. Quand la conscience est éveillée, nous sommes en capacité de voir, de reconnaître, de rester avec, d'apprivoiser, sans réagir. Et le psychiatre Viktor Frankl a très joliment et simplement formulé ce phénomène, ou ce potentiel. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et c'est dans cet espace que réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et c'est dans cette réponse que réside notre évolution et notre liberté. Donc la méditation de pleine conscience est un entraînement de l'attention qui cultive la conscience. Et quand on la cultive, tous les jours, un petit peu, rien de bien méchant, nous développons cette capacité d'apprivoiser la réactivité de notre esprit et de vivre pleinement, et peut-être plus joyeusement, ce seul moment qui nous est vraiment donné à vivre, celui-ci. Celui-ci. Y compris quand il y a un petit moment de tourmente, comme tout à l'heure quand j'ai eu ce trou. Il y a quelques années, je m'aurais pu m'effondrer sur le canapé qui est derrière, en sueur, en me disant « Oh, Dominique, qu'est-ce qui t'arrive ?» et tout ça. Ce qui se passe là, c'est qu'en pouvant être présent à ce qui se passe en moi, évidemment, il y a eu des réactions à ce moment-là, mais de rester avec un petit peu, hein, de ne pas perdre pied, de ne pas se laisser emporter. Donc ça fait vraiment partie des bénéfices que d'entraîner la conscience de cette manière pour accueillir ce qui se présente. Et ces bénéfices éprouvés, moi je les ressens, je peux vous parler de mon expérience, à la fois dans ma relation à moi-même, dans la relation que j'entretiens avec les autres, et aussi dans la relation que j'entretiens avec le monde. Toutes ces relations sont beaucoup plus pacifiques en quelque sorte qu'il y a quelques années, où j'étais bien plus en lutte avec tout ça. Et puis il y a des bénéfices que dans le back-office, j'ai envie de dire, que la science mesure, et on peut les citer rapidement. Au niveau de la plasticité du cerveau, les réseaux de neurones se réorganisent avec la pratique. On redéveloppe de la matière grise à des endroits où on ne s'y attendait pas. La biochimie du corps, ces fameuses hormones du stress, l'adrénaline, la cortisol, on régule les taux circulants de ces hormones en pratiquant. Ça impacte le système immunitaire. Et puis enfin, il y a des études qui montrent même que ça a des implications sur l'expression des gènes, la manière dont les gènes s'expriment. On est tous dotés d'un patrimoine génétique, mais ce patrimoine va s'exprimer en fonction de l'environnement. Et cette pratique influe sur l'environnement, notre environnement intérieur en l'occurrence. Donc on a parlé des
effets du stress à titre personnel, des bénéfices de la pratique de la méditation à titre personnel. Mais on voulait faire le lien aussi entre le stress qu'on rencontre chacun d'entre nous dans ses vies frénétiques et puis les stress du monde, les stress qu'on inflige à la planète. Parce que qu'est-ce qu'il y a de commun entre des comportements environnementaux irresponsables, entre l'avidité économique, entre la surconsommation, entre une idéologie radicale? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ça? Tout ça sort juste de là, de la manière dont l'esprit humain, réactif, réagit, s'exprime dans le monde et de la manière dont il se manifeste. Donc, imaginons un instant un monde où chaque être humain, chacun de ces coquelicots éphémères que nous sommes, cultive un peu la conscience. Donc, plutôt que de se laisser tirer dans le brouillard par la publicité, la surconsommation, la violence, les idéologies, chaque être humain qui cultive chaque jour, rien de bien méchant, la conscience, pour apprivoiser la réactivité de son propre esprit, pour développer une vision sur soi et sur le monde plus claire, plus libre, plus bienveillant. Et donc ainsi de guérir en quelque sorte le monde en soi et pour contribuer peut-être à une évolution de notre espèce plus positive. Mais on ne vous demande pas de nous croire, évidemment. On vous demande de faire l'expérience. Donc voilà qu'un stimuli auditif qui nous traverse, qui pourrait être perturbant et en même temps il peut être accueilli. Donc il nous reste une petite minute. On vous propose de terminer ce talk avec une pratique encore. Juste pour vous permettre de regarder encore un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc si vous en avez l'élan, juste fermez les yeux ou baissez le regard. Et connectez-vous de nouveau à ce qui est là. Vous avez remarqué que la respiration est toujours là, qu'elle est sortie du champ de la conscience, mais qu'elle est toujours là. Pas besoin de la contrôler, elle sait ce qu'elle a à faire. Laissez-vous respirer. Restez avec elle. Ne laissez pas votre esprit quitter le corps. Ramenez-le en douceur, sans jugement. Voyez comment c'est pour vous d'être juste là maintenant, à ne rien faire, à peut-être entendre les bruits de l'esprit, ces manifestations, mais à rester au plus près du corps, tout simplement. Merci. Merci à tous de vous être connectés à cette expérience. Et bonne fin de soirée. Merci et bonne soirée. Bonsoir.